Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le débat autour du statut des femmes en islam constitue un enjeu politique majeur au sein de l'ensemble des sociétés à majorité musulmane, car il demeure tributaire des codes du statut personnel et de la famille promulgués par les gouvernements, qui sont issus du droit musulman médiéval, la charia, qui légalise un rapport hiérarchique des sexes. Ces codes sont, depuis des décennies, constamment critiqués par les mouvements féministes en terre d'islam. Durant les années 1970 à 1980 apparaissent dans le monde musulman et ailleurs, des mouvements islamistes et de réislamisation, qui font de la question des femmes une des centralités de leur discours en les assignant à un rôle subalterne. À l'heure de fécondes controverses entre différents acteurs sociaux, démocrates, conservateurs, féministes séculières, féministes islamiques, islamistes, laïcs et religieux réformistes à propos notamment de la place des femmes dans un projet de société démocratique et égalitaire ou conservateur et néopatriarcal, depuis l'édit Printemps arabe, il nous a semblé important de traiter de ce sujet en nous focalisant sur le phénomène de la réislamisation. En qualité de chercheurs, nous avons choisi d'étudier plus précisément la question de la place des femmes dans les discours globaux de réislamisation portés par des acteurs fréristes et salafistes contemporains, qui, en s'appuyant sur l'argument d'autorité religieuse en tant qu'instance de légitimité sacralisée, autrement dit, voulue par Dieu, peuvent entraîner des effets sociaux de genre puissants. Cette recherche nous paraît originale, car, d'une part, elle contribue à enrichir au niveau académique le domaine relatif à la question du genre et de l'islam et d'autre part, elle peut apporter un éclairage GENRE accent aigu sur l'influence des discours de réislamisation sur des questions de société nodales qui touchent directement les femmes tant au sein du monde musulman que dans les sociétés d'accueil comprenant de fortes populations d'ascendance musulmane. En effet, cette étude propose une analyse des contenus des discours normatifs relatifs à l'attitude des femmes au niveau des sphères privées et publiques et sur le contrôle de leur corps, à travers notamment leur voilement. Cet ouvrage a pour objectif de restituer une analyse genrée d'un corpus représentatif composé de discours fréristes et salafistes relatifs à la gent féminine, véhiculés en Europe et au sein du monde arabe, surtout entre les années 2006 et 2011. Le choix de l'approche locale-globale, du champ discursif de la réislamisation nous semble pertinent dans la mesure où, à l'ère de la globalisation et de l'ère numérique, ces discours prônés dans les mosquées, les associations et les émissions des chaînes satellites dans le monde arabe, Arabie Saoudite, Qatar, etc., et en Europe, Bruxelles, etc., circulent notamment sur la toile, les réseaux sociaux et dans les librairies islamiques, ouvrages, CD, DVD, etc., à une échelle internationale. Ce phénomène local-global, souligne le sociologue Felice d'Aceto, s'est accentué aujourd'hui en raison des nouveaux processus de planétarisation qui se sont accélérés par le développement des technologies, des transports et de la communication. Cette connexion mondiale, ajoute l'auteur, se traduit par la circulation, d'une part, des personnes, par exemple, de jeunes prédicateurs bruxellois étudient dans la faculté de Médine d'obédience wahhabite, pour ensuite investir le champ de la réislamisation à Bruxelles, et d'autre part, des idées, via notamment les livres édités en Arabie Saoudite et au Liban qui sont vendus dans les librairies à Bruxelles. Au niveau des imaginaires individuels et collectifs, ces acteurs et ces ouvrages produisent des émotions créant un sentiment d'appartenance, via le web et les chaînes satellites qui véhiculent, entre autres, des prêches et l'actualité du monde musulman en temps réel. Au-delà du fait que la question des femmes constitue une des centralités des discours islamistes et de la réislamisation, il est important de souligner qu'il s'élabore également en réaction aux discours politiques et médiatiques qui érigent la société occidentale comme garante de l'égalité des sexes, se donnant aussi comme objectif celui de sauver les femmes musulmanes de l'oppression. Cette instrumentalisation idéologique de la question du genre et de l'islam a également pour effet d'occulter le sexisme des sociétés occidentales. Dans un jeu de miroir identitaire, le modèle de la femme musulmane vertueuse, au sein du champ discursif de la réislamisation est souvent exalté, en comparaison du modèle de la femme occidentale dépravée, à déplorer. Les discours de réislamisation des acteurs religieux étudiés se focalisent sur la question des femmes, car elles sont considérées comme le pilier de la cellule familiale qui serait, dans leur projet de société, le gage de la stabilité sociale.
Le contrôle des femmes, à travers leur voilement et la biologisation de leur rôle, est une thématique récurrente révélatrice d'une peur de perte du contrôle de la conduite de la gente féminine qui serait susceptible, selon eux, d'entraîner la dislocation de la famille, le désordre social et la déstabilisation de la société. L'analyse réalisée des discours fréristes et salafistes nous révèle qu'ils demeurent ancrés dans l'idéologie du salafisme réformiste né au XIXe siècle, à savoir: le peuple et la famille musulmane, dépositaires de la loi divine, ne peuvent être abandonnés par Allah que s'ils s'éloignent de ses commandements. Tant que les peuples et les familles ne reviennent pas au Coran et à la tradition prophétique, ils connaîtront la perdition, la domination, la crise familiale, les divorces, etc. Ce raisonnement messianique et utopique relève, comme le souligne l'historien Mohamed Harkoun, de l'épistémologie spéculative normative et non de l'épistémologie historique en mouvement. Contrairement à l'avènement de la pensée moderne, qui postule l'autonomie réflexive de l'individu, la conception de l'islam idéologique relatif à l'ordre social se fonde sur un système de pensée basé sur une hétéronomie sacralisée, c'est-à-dire des normes dictées par Dieu, censées gérer la collectivité. Dans cette optique, le bonheur de l'être humain et de la société est conditionné par une orthopraxie qui se réfère à l'hétéronomie divine, et non à la référence exclusive de l'autonomie humaine. Par ailleurs, faut-il le rappeler, l'infériorisation des femmes est loin d'être une spécificité de l'islam orthodoxe et idéologique. En effet, l'ensemble des sociétés a été et continue à l'être ici et là travaillé par des discours politiques, philosophiques et religieux patriarcaux qui assignent les femmes à un statut subalterne, au nom de la nature, de la culture et de la religion, qui justifient la séparation des sphères privées et publiques fondée sur la division sexuelle du travail. Même le siècle des Lumières, qui prône pourtant la liberté et l'égalité, n'échappe pas à la vision patriarcale de la société en instituant l'inégalité des sexes au nom de la nature, en s'appuyant sur des discours relatifs à la théorie de l'ordre social formulés notamment par les philosophes Auguste Comte, M. 1857, et Pierre-Joseph Proudhon, M. 1865. Le mouvement féministe à l'échelle mondiale, qui révolutionne l'histoire anthropologique, l'émancipation juridique des femmes qui débute au XXe siècle peut être comparée à nos yeux à celle des esclaves au XIXe siècle, naît par exemple, en France, du paradoxe de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prône l'égalité des individus en excluant la moitié de la société, à savoir, les femmes. Les nombreuses études démontrant le caractère transculturel du patriarcat, construit historique, social, culturel et donc changeable, permettent aisément de ne pas tomber dans le stéréotype d'un islam ennemi par essence des femmes. L'islam, comme tous les systèmes de pensée et de croyance, relève également d'une construction socio-historique et culturelle portée par des acteurs sociaux qui orientent son devenir. Les textes fondateurs de la philosophie grecque et des religions du livre contiennent des passages patriarcaux, liés au contexte socio-historique de leurs émergences, qui ont contribué à la validation rationnelle ou religieuse des représentations relatives à la gente féminine. Aristote, M. 322 AV. J.C. affirme que chez les barbares, la femme et l'esclave sont des êtres de même ordre. La raison en est simple, la nature parmi eux n'a point fait d'être pour commander. Dans le judaïsme, les hommes dans leur prière matinale disent « Béni soit Dieu notre Seigneur et le Seigneur de tous les mondes qu'il ne m'ait pas fait femme ». La supériorité de l'homme est également présente dans le christianisme. Mais je désire que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef et la tête de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Jésus-Christ. Apôtre Paul, première épître aux Corinthiens. Dans l'islam, la prééminence masculine est contenue dans ce verset. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs par lesquelles Dieu a élevé les uns au-dessus des autres et des dépenses qu'ils font de leurs biens. Sourate 4, les femmes, verset 34. À l'issue d'une confrontation acharnée entre les partisans de la raison, Allah Ra'i, et les partisans de la tradition, Allah l'a dit, l'histoire de la pensée islamique connaît, avec la victoire des traditionalistes, une orientation juridico-normative décisive au IIIe-IXe siècle, à travers l'élaboration de la dite loi islamique, Sharia, qui, à l'image des systèmes juridiques de l'ensemble des sociétés médiévales, entérine le rapport hiérarchique des sexes dans les relations matrimoniales. Dans le monde musulman, le choc entraîné par l'occupation impérialiste occidentale,
qui débute en 1798 avec l'expédition de Napoléon en Égypte, participe à l'éclosion d'un mouvement intellectuel moderne de renaissance arabe, la Nahda, essor, éveil, entre les 19e et 20e siècles, imprégné de la philosophie des Lumières qui se développe au niveau politique, culturel et religieux. Ce mouvement intellectuel, qui prône l'émancipation des peuples et des esprits, donne notamment naissance au réformisme musulman. Ce dernier comprend dans un premier temps une aile libérale, al-Islah, inaugurée par Rifa'a al-Tatawi, M. 1873, qui tente d'allier l'islam dit authentique à la modernité en défendant le primat de la raison, et dans un second temps, en réaction, une aile traditionnaliste, al-Salafiyya, initiée par Rachid Rida, M. 1935, d'où sera issue la célèbre Association des Frères musulmans en 1928, qui marque le début de l'ère islamiste, qui oppose l'islam aux idées modernisatrices associées à l'impérialisme occidental. Cette période est également précédée, avant l'expédition de Bonaparte en 1798 qui marque le début des entreprises coloniales, et marquée par l'apparition du wahhabisme, fondé par Mohammad ibn Abdel al-Wahhab, M. 1792, qui est un réformisme salafiste rigoriste dans la mesure où il prône une réforme de l'islam qui se réfère, d'une part, aux ancêtres pieux salaf, et qui condamne, d'autre part, les dites innovations soufis, chiites, populaires dans une perspective éminemment rigoriste. Le wahhabisme devient la doctrine de l'État saoudien créé en 1932, qui joue depuis les années 1970 un rôle déterminant dans le phénomène de réislamisation à l'échelle mondiale. Alors que le réformisme musulman libéral s'évertue à produire une modernité islamique, en prônant une réforme sur le plan individuel, les mouvements islamistes adoptent une perspective inverse, à savoir l'islamisation de la modernité, des mœurs, des institutions politiques, de la société et de l'individu dans une approche globalisante. L'Association des Frères musulmans, créée en 1928 en Égypte, radicalise les thèmes religieux du réformisme traditionnel, al-Salafiyya, en s'opposant aux idées modernistes, liberté individuelle, égalité, démocratie libérale, associées à l'impérialisme occidental. Dans la perspective islamiste, l'islam est quasi exclusivement appréhendé en tant qu'idéologie d'engagement et de transformation sociale, et la doctrine islamique est instrumentalisée à des fins politiques. L'objectif des islamistes est la réforme sociétale, avec pour modèle la société médinoise, 7e siècle, mytho-idéologisée du prophète et des 4 premiers califes, rachidus, l'instauration de la charia et le retour à la norme des ancêtres pieux, salaf. Notons que le postulat d'un État islamique, défendu par le mouvement des Frères musulmans, qui trouvera en Rachid Rida un allié précieux, référence fondatrice de tous les courants islamistes, voit le jour en réaction à l'abolition du califat, en 1924, par Atatürk, qui représentait dans l'imaginaire collectif musulman l'unité califale. Le combat anticolonial occidental favorise l'essor du réformisme musulman traditionnel, al-Salafiyya, présent au sein des mosquées et l'activisme des frères musulmans proches de la population, à côté du réformisme musulman libéral, al-Islah, appartenant souvent à la sphère élitiste, qui continue toutefois à dominer toute l'activité intellectuelle arabe jusque vers 1950. Après les indépendances, durant les années 1950 à 1960, la majorité des gouvernements des pays arabes, travaillés par le panarabisme de gauche et marxisant, émancipent des pans entiers de leur société de la mainmise religieuse, la politique, l'éducation, la culture, la science, etc., tout en maintenant la cellule familiale sous tutelle religieuse à travers la codification des codes du statut personnel et de la famille patriarcaux fondés sur la charia. Ce sont précisément ces codes, légalisant une inégalité sacralisée dans la sphère privée, autorité maritale, polygamie, répudiation, héritage inégal, etc., qui sont, rappelons-le, la cible des mouvements féministes séculiers en terre d'islam qui réclament depuis les indépendances jusqu'à ce jour des réformes égalitaires. Au niveau politique, l'idéologie panarabe contribue à la modernisation, sans toutefois instaurer une démocratisation et sans reconnaître la diversité linguistique et culturelle de l'ensemble des sociétés arabes. Le mouvement nationaliste arabe, qui se caractérise par une vie parlementaire très riche durant la période des protectorats et des mandats en s'engageant dans les luttes de libération,
revendique l'unité politique arabe et trouve son expression la plus aboutie à travers la création, en 1945 à Alexandrie, de la Ligue des États arabes. Mais c'est Gamal Abdel Nasser, M. 1970, véritable leader arabe, qui devient président de l'Égypte en 1956 et dont le charisme n'a jamais encore été égalé, qui incarne véritablement le nationalisme arabe. Nasser, qui réprime toutefois toute velléité démocratique, féministe et islamiste de la société civile et instrumentalise la question palestinienne, inaugure un mouvement culturel qui fait de l'Égypte le pôle artistique de l'ensemble du monde arabe, à travers notamment ses actrices et acteurs de cinéma et ses chanteuses et chanteurs. Ce mouvement culturel, grâce notamment à la station de radio qu'il crée, La Voix des Arabes, arrive à atteindre tout le Moyen-Orient et tout le Maghreb et participe à la modernisation des représentations et des pratiques genrées. L'échec des politiques nationalistes panarabes de gauche des États partis uniques autoritaires des après-indépendances laisse place, à partir des années 1970, à une contestation sociale de nature islamiste. L'essor des acteurs islamistes est favorisé par le soutien apporté par l'ensemble des gouvernements arabes et musulmans, pour contrer les intellectuels de gauche et les marxistes, qui remettent en question leur légitimité en revendiquant la démocratie et un pluralisme politique. Les islamistes, qui ciblent les femmes dans leurs discours, s'attaquent avec virulence en particulier aux revendications féministes relatives aux réformes des codes du statut personnel et de la famille, issus de la charia, parce qu'ils les considèrent comme le fondement de ladite identité islamique et participent de la sorte à une retraditionnalisation des représentations et des pratiques genrées. Ce basculement paradigmatique, de l'idéologie panarabe de gauche à l'idéologie islamiste, durant les années 1970 à 1980 dans le monde arabe et musulman, entraînant des effets à l'échelle mondiale, est directement lié à la création, en 1962, de la Ligue islamique mondiale et en 1969, de l'Organisation de la Conférence islamique. Ces dernières, d'obédience wahhabite saoudienne, sont explicitement créées en vue d'adopter une stratégie de réislamisation d'opposition à la stratégie arabiste nassérienne et à l'occidentalisation des mœurs. La mort de Nasser en 1970 laisse libre champ à cette stratégie. À cette offensive de l'islam wahhabite des pétrodollars saoudiens, s'ajoute l'instauration de l'État islamique par Khomeini en 1979 en Iran et la résurgence de l'idéologie des frères musulmans dans l'ensemble du monde musulman durant les années 1980, qui assure un succès sans précédent aux tenants de l'islam politique qui agissent tant par le bas, processus de réislamisation des mœurs, que par le haut en défendant l'instauration d'un État islamique et de la charia comme source principale des lois. Précisons toutefois que le monde arabe et musulman contemporain, malgré ce basculement idéologique, est multiple, complexe et changeant, et est traversé, depuis des décennies, par notamment des mouvements des droits humains et des droits des femmes. Les sociétés arabes et musulmanes sont travaillées par un puissant processus d'individuation et de subjectivation et comprennent des croyants, des pratiquants, des agnostiques et des athées. Les printemps arabes ont d'ailleurs mis en lumière des populations qui revendiquent la dignité, la liberté, l'égalité, la démocratie et la laïcité. Par ailleurs, la malheureuse expérience de la création de l'État islamique de Daesh, 2014 à 2017, a contribué à la libération d'une parole libre et critique à l'égard des textes fondateurs de l'islam, particulièrement sur les réseaux sociaux à travers, par exemple, l'émergence d'un mouvement athée significatif en terre d'islam. Cependant, comme les islamistes constituent une minorité agissante, l'islamisme incarne à travers sa visibilité et sa volonté d'influer les espaces sociaux et politiques, une des expressions dominantes de l'islam contemporain. Dans le cadre d'une recherche universitaire, allant de septembre 2006 à mars 2011, nous avons choisi d'investiguer les lieux de réislamisation à Bruxelles pour y étudier les discours relatifs à la place des femmes. Le choix de Bruxelles est intéressant à plus d'un titre. En plus de représenter la capitale de l'Europe, elle constitue un miroir grossissant de la diversité de la population qui caractérise désormais les grandes villes européennes. Cet ouvrage restitue donc une étude du champ discursif de la réislamisation qui trouve son ancrage à Bruxelles, ce qui se traduit par des passages plus détaillés sur la dynamique de la réislamisation bruxelloise,
nourri de discours de figures influentes de la mouvance des frères musulmans et du courant salafiste wahhabite du monde arabe que l'on retrouve, à l'ère du numérique et de la globalisation, sur la toile et les librairies islamiques à Bruxelles et ailleurs. Bruxelles, ville qui comprend une grande diversité culturelle et ethnique qui se caractérise par une dualisation socio-économique et territoriale significative, a connu ces dernières décennies, tout comme la majorité des grandes villes d'Europe, des évolutions sociologiques importantes, dont une présence considérable de citoyennes et citoyens d'ascendance musulmane. Une présence essentiellement liée aux politiques de recrutement de main-d'œuvre, dans le cadre des accords bilatéraux signés avec le Maroc et la Turquie en 1964. Avec à peu près 17% de la population totale bruxelloise, Bruxelles est une des villes de l'Europe qui recense le plus d'individus de culture musulmane. La grande majorité des citoyens belges issus de l'immigration marocaine et turque résidant dans ce que l'on nomme communément le croissant pauvre de Bruxelles, Saint-Gilles, Saint-Josse, le Bas de Molenbeek, etc. Caractérisé par un chômage structurel avec un taux dépassant parfois les 30% dans certains quartiers. Les acteurs de la réislamisation agissent dans un contexte traversé par la crise socio-économique, le décrochage scolaire, la crise familiale et l'exclusion sociale. Dans ce contexte d'exclusion, la fonction de revalorisation sociale que remplissent ces acteurs religieux, surtout les salafistes qui depuis près d'une vingtaine d'années touchent davantage un public fragilisé socio-économiquement, est certainement un des éléments explicatifs de leur succès. Par ailleurs, force est de constater que les acteurs de la réislamisation constituent une infime minorité agissante qui exerce un impact sur un public réislamisé somme toute relatif à l'échelle de l'ensemble de la population d'ascendance musulmane à Bruxelles. Dans un contexte où l'islam ne constitue pas l'évidence sociale, la population d'origine marocaine et turque à Bruxelles est multiple, complexe et diverse. Elle est traversée, à l'image des autres populations, par un phénomène d'individuation, de sécularisation, de laïcisation et compte parmi elles des croyants, des pratiquants, des agnostiques et des athées. Selon les estimations du sociologue belge F. Daceto, environ 30% des individus d'ascendance musulmane à Bruxelles se qualifient de croyants pratiquants, un taux qui serait révélateur d'une forte baisse par rapport aux pays d'origine, Maroc, Turquie, etc. Cependant, comme ces acteurs religieux agissent sur le registre militant et prédicatif avec une prétention à la représentativité de la dite communauté musulmane, dans leur activisme, ils se révèlent beaucoup plus visibles sur les champs publics et médiatiques que la grande majorité des citoyens d'origine marocaine et turque à Bruxelles, pour qui la composante religieuse, lorsqu'elle est présente, ne constitue pas le facteur déterminant d'un éventuel engagement social. La question du genre constitue un des fondements des discours islamistes et de la réislamisation. La biologisation des rôles sexués, la division sexuelle du travail et le voilement des femmes sont au cœur du projet de société de l'Association des Frères musulmans, fondée par Hassan el-Banna en 1928 en Égypte, qui inaugure l'ère islamiste sunnite. H. el-Banna promeut, précise la sociologue Leila Babès, dans un de ses écrits, La femme musulmane, Al-Mara al-Muslima, un projet de société fondé sur la morale sexuelle. En s'appuyant sur plusieurs hadiths misogynes, il défend l'idée de l'interdiction de la mixité au sein des lieux publics, écoles, instituts, assemblées, fêtes, divertissements, restaurants, parcs, etc., qui serait selon lui une coutume importée de l'Occident et donc non islamique. H. el-Banna, dès l'introduction de cet écrit, associe la rhétorique du refus de l'imitation servile de l'Occident à la biologisation des fonctions genrées, basée sur l'argument de nature pour justifier la différenciation des rôles sexués fondée sur un rapport hiérarchique qui caractériserait l'authenticité des sociétés musulmanes. Pour H. el-Banna, qui valorise toutefois l'éducation de la gente féminine, le foyer, espace privé, demeure la destinée des femmes dans une société, espace public, gérée et dominée par des hommes. La résurgence des islamismes sunnites durant les années 1970 à 1980 et l'idéologie de la République islamique, incarnation de l'islamisme chiite, instaurée par l'ayatollah Khomeini en 1979 en Iran, se fonde sur cette vision sociétale vertueuse et l'assignation de la gente féminine à l'espace privé. Le salafisme wahhabite saoudien qui, à l'aide de ses ressources pétrodollars, entre dans une phase de prédication à l'échelle mondiale à partir des années 1980,
se fonde sur une idéologie sexiste des plus rétrogrades au niveau juridique, familial et des pratiques sociales en imposant notamment le voilement intégral des femmes et la séparation stricte des sexes sur l'espace public. Pour les mouvements islamistes fréristes, au-delà de l'aspect spirituel et rituel, la religion sert de support au thème du repli sur l'authenticité, Allah-Salah, et la considère comme l'unique base de l'appartenance culturelle, le seul modèle de ressourcement et d'identification tout en étant d'un puissant prétexte à des pratiques et à des discours moralisateurs visant au premier chef les femmes. Le contrôle strict de la conduite de la gent féminine est effectivement une constante dans l'histoire de l'islamisme. Les premiers groupes islamistes, durant la résurgence islamiste au début des années 1980 dans le monde musulman, axent leur mobilisation dans les universités, dans les mosquées et les quartiers populaires autour des thèmes dénonçant la mixité, la dépravation des mœurs, conséquence selon ces derniers de l'émancipation des femmes. Ces dernières demeurent la cible car elles sont considérées, rappelons-le, comme les gardiennes de la tradition et les piliers de la famille, garantes dans une vision fonctionnaliste fondée sur la dualité fondamentale des sexes, du bien-être familial censé assurer l'équilibre et le bonheur sociétal. La salafisation s'explique également par la réislamisation conservatrice impulsée par des États arabes et musulmans pour contrer les forces contestatrices islamistes, et par un mouvement social de fond traversé tant par des initiatives individuelles que par l'action de notables. Le voilement intégral ou austère, la morale sexuelle, la biologisation du rôle des femmes et leur stricte assignation à l'espace privé constituent un des fondements des discours salafistes. Notons que cette focalisation sur la valeur famille et les rôles sexués traditionnels ne constitue pas une spécificité islamiste. Cette résurgence est l'un des effets de la globalisation qui entraîne des crispations identitaires liées essentiellement aux peurs d'une mondialisation homogénéisante qui effacerait les particularismes locaux. Ainsi, nous assistons à une retraditionnalisation et une resubstantialisation des rôles genresses, qui sous-tendent tant des discours idéologiques conservateurs identitaristes, que les discours biologico-religieux qui, en réaction aux effets de la mondialisation et de la globalisation, prônent les valeurs familiales et traditionnelles assimilées à des repères identitaires sexués naturels qui ont pour effet d'invisibiliser les rapports sociaux construits de genre. À partir de l'expérience de la théocratie iranienne, la sociologue Shala Shafik affirme que la question du genre, en tant qu'organisation sociale et politique de la différenciation des sexes, est au cœur de l'islam politique, islamisme. Par exemple, dès le lendemain de l'instauration de la République islamique en Iran, en 1979, le voile pour les femmes est imposé et les litiges familiaux sont transférés par le ministère de la Justice aux instances religieuses, entraînant une perte d'acquis en termes de droits des femmes. L'âge légal du mariage des jeunes filles passe de 18 ans à 13 ans, etc. L'accès au pouvoir des islamistes, au lendemain des révoltes arabes inaugurant les printemps arabes, vient corroborer cette thèse de la centralité de la question du genre dans le projet sociétal islamiste. Par exemple, en Tunisie, le parti Ennahda propose en 2012 une révision de l'article 28 du projet de la Constitution, en qualifiant la femme de complémentaire et non d'égale de l'homme, mais se heurte à une opposition farouche de la part des féministes qui le contraignent à revenir sur sa proposition. En Égypte, la constitution ratifiée en 2012 par l'ancien président égyptien islamiste, Mohamed Morsi, M. 2019, associe tous les articles relatifs aux femmes à la référence famille, en les assignant prioritairement à l'espace privé. La question du genre constitue également, à nos yeux, la centralité du phénomène de réislamisation. La réislamisation est le fruit d'une socialisation religieuse, qui ne relève pas de l'islam transmis par les parents musulmans, qui se construit au sein des mouvements islamiques idéologiques. La réislamisation, comme l'islamisme qui s'accompagne d'un discours religieux de type nouveau tentant de redonner un fondement sacré à l'organisation sociale et politique de la société, résulte d'une idéologisation de l'islam sous-tendue par l'idée d'une nature globale de l'islam, Shumuliya al-Islam, qui constitue, comme le souligne la sociologue Brigitte Maréchal, une thématique centrale de l'idéologie des frères musulmans et du salafisme qui est, rappelons-le, une revitalisation du wahhabisme saoudien. La réislamisation se distingue toutefois de l'islamisme, qui vise à réformer les institutions étatiques en terre d'islam,
car c'est un processus plus évanescent qui met davantage l'accent sur les pratiques religieuses et la visibilité publique des signes d'appartenance islamique. La réislamisation est présentée par ses tenants comme la restauration d'un ordre moral perdu, où la foi dormante est réactivée grâce à une prise de conscience, à un réveil islamique. La réislamisation peut être la conséquence de l'expérience de l'islam politique, mais peut également se développer en dehors de ce dernier. Mais comme pour l'islamisme, le statut des femmes, la valeur famille, la naturalisation des rôles genrés et le port du voile obligatoire sont au cœur des discours de réislamisation. En vue de comprendre les effets sociaux de genre liés au phénomène de réislamisation, faits religieux intrinsèquement liés à la dynamique islamiste transnationale, nous avons donc choisi d'étudier la question des femmes dans les discours globaux de réislamisation. Mais avant de traiter de l'objet de cette recherche, restituons un bref survol historique des courants des frères musulmans, des salafistes et des féministes islamiques dans le monde arabe et à Bruxelles. 1. Des frères musulmans, salafistes wahhabites et féministes islamiques dans le monde arabe et à accent grave Bruxelles. Dans le monde musulman, jusqu'au début des années 1990, ce sont les frères musulmans et le mouvement Tabligh qui jouent un rôle déterminant dans le processus de la réislamisation en monopolisant également l'offre religieuse islamique en Europe. À partir des années 1990, le salafisme wahhabite fait son apparition dans les espaces de la réislamisation, en constituant d'abord un courant minoritaire et marginalisé pour devenir, au début des années 2000, un important pilier de la réislamisation. Le renforcement du salafisme wahhabite en Europe n'est pas sans lien avec la fin du soutien financier saoudien apporté à l'Organisation internationale des frères musulmans, dont certains membres clés critiquent sévèrement la politique de l'Arabie saoudite lors de la première guerre du Golfe en 1991. Les frères musulmans et les salafistes wahhabites demeurent toutefois, dans le monde musulman, les principaux acteurs de l'offre d'islam sur le marché de la prédication, dawa, et souligne la sociologue B. Maréchal, détiennent un rôle privilégié dans la formulation discursive de l'identité musulmane européenne. Frères musulmans dans le monde arabe, quelques principes. L'Association des frères musulmans, fondée en Égypte par Hassan el-Banna en 1928, est issue du salafisme traditionnel, al-Salafiyya, et repose sur le même postulat du retour au modèle et à la pratique des pieux ancêtres, salaf, pour retrouver l'âge d'or médinois de l'islam. Mais l'idéologie de H. el-Banna inaugure véritablement l'islam politique dans la mesure où l'islamisme, en tant que projet globalisant, prône une thèse, précise l'historien Abdelmajid Charfi, qui n'a pas d'antécédent dans l'histoire de la pensée islamique exégétique et juridique, à savoir, l'islam est religion et État, din wa dawla, Coran et sabre. Al-Mouchaf ou al-Saïf, slogan fondateur de la confrérie des frères musulmans en 1928, qui évolue à partir des années 1980 vers l'islam et la solution. Al-Islam ou al-Halal. Le projet de H. el-Banna, instituteur et non théologien, relève davantage de l'activisme politique que d'une œuvre théologico-juridique propre aux savants ulama, classiques de l'islam. La résurgence de l'islamisme, à partir des années 1980, a pour objectif une réforme religieuse des institutions de l'État et l'instauration de la charia. La stratégie des frères musulmans en Égypte, terre-mère de l'idéologie frériste, se déploie à deux niveaux, à savoir un travail de prédication, dawa, en appelant d'une part notamment à la pratique religieuse, au respect de la tradition islamique, à la morale religieuse, au port du voile en réalisant une réislamisation par le bas et des apostrophes. Autre part, en effectuant un travail de nature politique et sociale qui se traduit par un engagement au sein du Parlement égyptien, des universités, des syndicats professionnels et en occupant les chaînes médiatiques et les réseaux sociaux. Dès lors, les thématiques récurrentes qui structurent la praxéologie des frères musulmans sont les suivantes. La nature globale de l'islam, Shumuliya al-Islam, la voie médiane, Wasatiyya, la droiture dans le comportement, Itidal, et la pensée de l'effort, IJTIH à accent circonflexe D. Le premier principe de l'idéologie frériste est particulièrement important, car l'islam y est envisagé comme englobant tous les domaines de la vie, l'humain, la société, l'univers et le sens de l'histoire. Le bon comportement, le rôle crucial de la famille, l'investissement des femmes dans la société,
conditionnés par la priorité donnée à leurs responsabilités familiales, sont également des thèmes centraux dans les discours des frères musulmans. Ces derniers se considèrent actuellement comme les héritiers et les agents actifs du traditionnalisme sunnite et de la pensée réformiste, et ils seraient, selon eux, à l'intersection des différents courants de pensée islamique. Les frères soulignent la spécificité de leur mouvance tout en prétendant englober toutes les tendances de l'islam. Par exemple, par rapport au soufisme, ils adhèrent à l'importance accordée à la spiritualité, ce qui constitue à nos yeux une des clés de leur succès, mais rejettent le désinvestissement des mystiques des affaires de ce monde au profit de la seule adoration de Dieu. Enfin, à l'instar des salafistes wahhabites, les frères musulmans postulent la prédominance des sources premières de l'islam, le Coran et la tradition, en leur conférant le statut d'intouchabilité, mais contrairement aux wahhabites, ils intègrent les méthodes et les raisonnements juridiques des savants postérieurs aux 3 premières générations de l'islam, salaf. Frères musulmans à Bruxelles, quelques investissements spécifiques par-delà les principes communs. Dès la fin des années 1950, des membres et des sympathisants de l'Organisation des Frères musulmans émigrent en Europe soit en tant qu'exilés politiques, suite aux répressions dans les pays d'origine, soit en tant qu'étudiants, ils sont alors peu nombreux en Europe. Mais, depuis les années 1980, grâce à leur dynamisme, leur motivation et leur expérience organisationnelle, ils deviennent des acteurs de première ligne. Conformément à la militance islamique prônée par Rachel Bana et après un travail de réislamisation de quelques décennies, les frères musulmans réussissent à transmettre, bien au-delà de leur mouvance, leur vision de la nature globale de l'islam qui constitue, selon la sociologue belge B. Maréchal, l'orthodoxie de masse, et la majorité des musulmans ignorent l'origine frériste de cette conception. En Europe, les frères musulmans usent des catégories religieuses dans l'espace public en substituant la question de l'État islamique par celle de la revendication du droit islamique, charia, du moins dans certaines matières, la promotion d'un islam identitaire et communautaire, tout en revendiquant des projets de citoyenneté et d'intégration dans la société civile. Concrètement, dès 1964, un petit groupe de frères musulmans étudiants s'investit à l'Université libre de Bruxelles en créant l'Union internationale des étudiants musulmans. La préoccupation de ces frères musulmans est d'abord orientée vers les pays d'origine. Mais, durant les années 1980, ces derniers prennent lentement conscience du caractère définitif de leur présence en Europe, et leur préoccupation se porte alors davantage vers les populations locales provenant des pays musulmans. Ils ambitionnent dès lors d'encadrer la communauté musulmane européenne, en dispensant des cours d'arabe et de religion islamique aux enfants au sein des mosquées et en propageant leur manière d'appréhender la religion, qu'ils veulent moins traditionnaliste, plus pédagogique, avec une insistance sur le caractère collectif de l'être musulman. Ils créent des lieux de culte et des associations qui leur permettent une plus grande liberté de parole. Le courant des frères musulmans, qui s'installe réellement en Belgique durant la fin des années 1970 et le début des années 1980, est un mouvement fondamentaliste de conscientisation sociopolitique qui prône un engagement social et politique des musulmans axé sur une lecture morale et politique des textes fondateurs de l'islam. Les frères musulmans sont essentiellement regroupés au sein de la Ligue des musulmans de Belgique, LMB, et certains groupes s'investissent au niveau local, mosquées, écoles de devoirs, etc., d'autres au niveau international, à travers notamment les organisations humanitaires islamiques Relief ou Humanitaire Al-Aqsa. La présence d'un groupe à Bruxelles nommé Al-Taliya, avant-garde islamique, fort influent, qui allie rigorisme moral et engagement politique, issu de la fraction idéologisée des frères musulmans syriens, crée un important centre islamique. La mosquée Al-Ralil, siège de la Ligue d'entraide islamique, située à Molenbeek à Bruxelles. L'école islamique Avicenne, qui ouvre ses portes à Bruxelles en 2007, se trouve dans l'orbite de la mosquée Al-Ralil d'obédience frériste. Il y a également la mosquée de la Ligue islamique interculturelle à Bruxelles, qui rassemble des frères belges et qui s'avère très active. Dans cette mouvance frériste en Belgique, il y a aussi dans la population turque le Milli Görüs, le mouvement des Souleymanies, et une présence du courant frériste marocain Justice et Bienfaisance, Al-Adl wa Al-Ihsan, qui crée en 2005 l'association La Fraternité. Mais les frères musulmans,
ajoute la sociologue B. Maréchal, doivent désormais composer sur le terrain de l'offre de l'islam, en plus des salafistes et des soufis, avec des acteurs concurrentiels actifs dans des réseaux informels indépendants, partiellement dépositaires de l'idéologie des frères, comme le European Muslim Network. Aussi un nombre important de jeunes musulmans qui étaient attachés à des dynamiques organisationnelles des frères musulmans, semble à présent s'en éloigner. Mais cela se fait dans la continuité de leur héritage. Ils restent donc présents. En particulier ceux qui s'activent au sein de la plateforme interassociative Présence musulmane, créée et animée, avant l'éclatement de son affaire le 2 février 2018 par Tariq Ramadan, petit-fils de Hassan el-Banna, fondateur du mouvement des frères musulmans. Ramadan a notamment développé la notion de citoyenneté spirituelle, concept qui allie le politique et le religieux, fondé sur la revendication d'une forte identité islamique. En Belgique, le réseau Présence musulmane devient rapidement un pôle mobilisateur pour les jeunes militants, au demeurant très peu nombreux, qui rassemble durant son existence des centaines de jeunes lors des conférences du charismatique Ramadan. Ce dernier a notamment fondé le European Muslim Network, EMN, qui organisait régulièrement des séminaires et des conférences destinées essentiellement aux jeunes citoyennes et citoyens de confession musulmane à travers l'Europe et ailleurs. Salafisme wahhabite dans le monde arabe, quelques jalons. Le wahhabisme, du nom de son fondateur Mohammed ibn Abdel Wahhab, Monsieur 1792, se caractérise par un mouvement de réforme qui apparaît dans le Najd, en Arabie saoudite, et qui se base sur un pacte politico-religieux entre la famille Al-Saoud et le théologien réformiste rigoriste Monsieur ibn Abdel Wahhab. Ce dernier s'inspire des écrits d'Ahmad ibn Hanbal, Monsieur 855, et de Taqi ibn Taymiyyah, Monsieur 1328, pour tenter de comprendre les causes de l'affaiblissement de l'Empire ottoman face à la puissance européenne. Monsieur ibn Abdel Wahhab pose le diagnostic suivant. La déchéance de l'Empire ottoman n'est pas le fruit d'un échec politique ou économique, mais elle est la conséquence de la trahison par les musulmans du message coranique premier basé sur le concept de Tawhid, unicité de Dieu, tel que les pieux ancêtres, salaf, l'ont perçu et appliqué. Le wahhabisme appartient bien à la famille des réformes musulmanes du XVIIIe. Cet axiome transcendant est au cœur de l'idéologie du salafisme réformiste rigoriste, mais également du réformisme musulman, libéral et traditionnel, des XIXe et XXe siècles et des courants fondamentalistes contemporains. Monsieur Ibn Abdel Wahhab, qui se réclame du hanbalisme en s'y différenciant toutefois dans sa focalisation sur les concepts de l'unicité divine, Tawhid, et de l'associationnisme, Shirk, revendique un retour aux sources et à l'islam dit authentique. Le wahhabisme, qui s'impose dans l'ensemble du pays et devient la doctrine de l'État du royaume saoudien lors de sa création en 1932, se distingue par son littéralisme et par un salafisme réformiste rigoriste qui rejette toute innovation ultérieure aux sources premières de l'islam et de l'Occident en général. Cette posture est réactivée par un ensemble de savants musulmans, ULAM à accent circonflexe, dont les cheikh Abdelaziz ibn Baz, Monsieur 1999, Mohamed ibn al-Othaymin, Monsieur 2001, et Mohamed al-Albani, Monsieur 1999, qui représentent les figures de référence du wahhabisme contemporain. Mais la doctrine wahhabite se transforme avec la présence des frères musulmans en Arabie saoudite, et de nombreux intellectuels, fonctionnaires et technocrates du pays qui adhèrent progressivement aux principes du salafisme réformiste canoniste de la salafiyya. Le wahhabisme saoudien s'intègre, plus tard, dans des dynamiques de mondialisation grâce à sa croissance économique liée aux revenus de la rente pétrolière. Ce courant, actuellement majoritaire de l'islam saoudien et du Golfe, s'affirme durant les années 1990 pour concurrencer la salafiyya politique littéraliste, influencée en partie par les frères musulmans, car aujourd'hui des dissensions priment entre ces courants. Par ailleurs, la distinction entre islamistes fréristes et salafistes politiques contestataires est difficile à établir tellement sont importants leurs points communs. Ils appartiennent souvent à la même structure partisane et mobilisent les mêmes références doctrinales. Néanmoins, les islamistes, dont les frères musulmans, tout en prônant un retour à l'islam de type fondamentaliste, intègrent une forme de réformisme qui tient compte du contexte contemporain. Ainsi,
Sur des questions telles que le rôle des femmes en société, les islamistes paraissent plus ouverts et pragmatiques que les salafistes politiques en prônant, contrairement à ces derniers, leur participation dans la société tout en les maintenant toutefois dans des rôles genrés traditionnels. Par contre, le wahhabisme saoudien se fonde sur une stricte ségrégation sexuelle de la société et un contrôle sévère de l'attitude des femmes, à travers notamment le port du jilbab ou du niqab. Salafisme wahhabite à Bruxelles, quelques investissements spécifiques par-delà des principes. La présence du salafisme wahhabite saoudien en Europe est étroitement liée à la Ligue islamique mondiale, LIM, fondée par le roi Faisal d'Arabie saoudite en 1962. La LIM n'a pu établir ses centres en Europe, souligne le sociologue Efda Seto, que dans le cadre des relations diplomatiques et des stratégies internationales des États européens à l'égard des Saoudiens après les crises pétrolières. D'ailleurs, la Belgique, lors de l'institutionnalisation de l'islam basée sur la loi de 1974, a désigné le Centre islamique et culturel de Bruxelles, sous hégémonie saoudienne, en qualité d'interlocuteur principal de la communauté musulmane de Belgique, quand bien même cette dernière était essentiellement issue des immigrations marocaines et turques. Ainsi, le salafisme saoudien est depuis près de 2 décennies, très présent dans les villes européennes à forte densité de population d'ascendance musulmane, une présence directement liée à une politique de propagande. À Bruxelles, depuis près d'une vingtaine d'années, il existe une implantation importante du salafisme composée de plusieurs acteurs religieux salafistes locaux influents qui s'autodéfinissent comme partisans des pieux ancêtres, salaf. L'émergence de ce courant à Bruxelles est directement liée au retour d'une poignée de jeunes Belges musulmans formés gratuitement, par l'obtention de bourses, pour étudier essentiellement à l'université de Médine, centre intellectuel du salafisme. Cette wahhabisation résulte également de contacts établis notamment via les réseaux sociaux par-delà les frontières, avec des leaders salafistes vivant en Europe et ailleurs. À Bruxelles, il existe très peu de figures intellectuelles du salafisme. Cependant, les acteurs salafistes locaux investissent activement le terrain en intervenant plusieurs fois par semaine au sein des mosquées et des associations. Les activités du salafisme se déploient sur 3 axes, à savoir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.